Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 7 octobre 2021 et j'interviens tout de suite pour attirer votre attention sur un événement d'une importance historique tout à fait considérable qui vient de se produire en Pologne. Le tribunal constitutionnel polonais vient de décider que le droit polonais, notamment la constitution polonaise, devait prévaloir sur le droit européen. Alors évidemment, ça paraît quelque chose de technique et lointain, pourtant c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque cela revient à dire que toute la jurisprudence de l'Union européenne bâtie depuis juillet 1964, avec un très fameux arrêt parmi les juristes, bien sûr, qui est l'arrêt Costa contre Enel, eh bien, à partir de cette date, il avait été décidé que les traités européens se prévaudraient sur les constitutions de tous les pays à l'époque la Communauté économique européenne et maintenant l'Union européenne. Il est d'ailleurs normal qu'il en soit ainsi, parce que si on a les constitutions nationales qui prévalent sur les traités européens, maintenant que nous sommes 27, c'est évidemment l'Union européenne devient la cour du roi Péto, chacun va prévaloir son droit national, c'est la fin des haricots. Eh bien, c'est pourtant ce que vient de décider la Pologne. La Pologne vient de décider que le droit polonais prévaudrait sur la Constitution européenne. Alors, tout ceci m'amène à une réflexion que je vous livre, qui est assez étonnante et qui prouve l'intérêt de connaître l'histoire des peuples et des nations. Il faut savoir que le peuple polonais est un peuple qui a un nationalisme exacerbé. Et pourquoi ? Parce que, au long de son histoire, il a été menacé constamment par ses voisins puissants, la Prusse, ensuite devenue l'Allemagne, à l'ouest, et la Russie, l'Empire tsariste, devenu l'URSS, puis de nouveau la Russie à l'est. Et face à ces deux menaces, la Pologne a toujours essayé de développer sa particularité. Vous savez que c'est également un pays dont la particularité est d'être catholique dans l'est de l'Europe. Vous savez que c'était de ce pays que venait Karol Wojtyła, devenu Jean-Paul II. Alors, l'histoire de la Pologne, notamment au XVIIe, au XVIIIe siècle, c'est le partage de ce pays entre ses deux puissants voisins, la Prusse et la Russie. Et le XIXe siècle a été marqué par des luttes incessantes des patriotes polonais qui voulaient récupérer l'indépendance de la Pologne contre notamment la Russie qui en avait pris une grosse partie. Je voudrais donner un exemple historique. En janvier 1863, en France, il y a Napoléon III qui est au pouvoir. En Pologne, la Pologne n'existe plus, elle a été partagée. Et dans les territoires soumis à l'Empire russe, il y a une insurrection, l'insurrection polonaise de janvier 1863, qui va être réprimée dans le sang. 4 ans après, en janvier 1867, le tsar de toutes les Russies, Alexandre II, se rend en France. Il est reçu par Napoléon III. On est en 1867. Le Second Empire a encore 3 ans devant lui. Et il est reçu au palais de justice devant Napoléon III. Et là, il y a deux avocats français qui vont rester célèbres. Le premier s'appelle Charles Floquet, le deuxième s'appelle Maurice Joly, et qui interpellent le tsar devant tout le monde en disant « Vive la Pologne, monsieur !» Monsieur étant le tsar. Ça fait un incident diplomatique absolument énorme et Napoléon III ne sait plus où se mettre. Il y a un risque d'incident de première grandeur entre la France et la Pologne à cette occasion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Charles Floquet, Maurice Joly, c'était des avocats républicains et qui voulaient défendre l'intégrité et la liberté du peuple polonais. Alors, vous savez, je ne vais pas raconter ici toute l'histoire de la Pologne, qui est une histoire douloureuse, mais vous savez qu'après en 1940, c'est par la Pologne qu'a commencé la Seconde Guerre mondiale, vous le savez, lorsque les nazis ont envahi la Pologne. C'est également ensuite, après 1945, la Pologne est tombée sous le joug soviétique. Et du temps de l'URSS, les dirigeants du Kremlin savaient que le peuple polonais était le peuple le plus difficile à diriger. Ils avaient d'ailleurs toléré en Pologne ce qu'ils n'avaient toléré nulle part ailleurs dans l'espace soviétique, c'est-à-dire un pays où il y avait une très forte proportion de terres privées agricoles. Plus de 90% des terres n'avaient pas été collectivisées parce qu'ils avaient trop peur de la paysannerie polonaise. Et puis la Pologne était un pays où l'Église catholique exerçait une véritable opposition quasi structurelle au pouvoir communiste et les opposants se réfugiaient justement dans l'Église catholique à laquelle les dirigeants communistes n'avaient pas osé s'attaquer. Rappelez-vous,
En 1980, ce sont les événements de Gdansk. C'est Lech Walesa, Lech Wałęsa, comme on dit, je crois, en polonais, qui prend la tête. Et pour la première fois dans l'histoire du camp soviétique, pour la première fois depuis 1917, un pays qui est devenu communiste tolère, accepte, c'est les fameux accords de Gdansk d'août 1980, un pays accepte d'avoir une opposition structurée sous la forme d'un syndicat, le syndicat Solidarność, Solidarité, qui s'oppose ouvertement au Parti communiste polonais, même si celui-ci conserve le monopole du pouvoir. Vous savez que quelques mois après, les soviétiques ne pourront pas tolérer ça, et donc ils enverront et feront faire un coup d'État par le général Jaruzelski. Et puis, vous savez, l'élection de Jean-Paul II qui avait eu lieu en 1978 a été en fait un ferment d'explosion du camp soviétique. Il faut savoir quand même, il faut bien comprendre l'essence des événements historiques. C'est que le syndicat Solidarność, les accords de Gdansk du 31 août 1980 ont été le début de la fin de la construction du socialisme. C'est à partir de cela que tout a commencé à déraper en URSS. Eh bien, ce soir, 7 octobre 2021, nous avons un événement historique pratiquement aussi important peut-être que le syndicat Solidarność. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Pologne, le peuple polonais, ce peuple qui est à nul autre pareil, toujours un peuple qui est indomptable, eh bien, a décidé de faire prévaloir son droit sur le droit européen. Je voudrais ici m'adresser à les européistes, tous les européistes, les gens style Clément Beaune, tous ces muscadins qui ne connaissent rien à l'histoire des peuples, ils ont considéré les européistes, en fait, qu'on pouvait acheter la Pologne parce que la Pologne, c'est un pays qui, chaque année, reçoit entre 10 et 15 milliards d'euros de bénéfices nets de la construction européenne. Nous, la France, on perd chaque année environ 15 à 20 milliards d'euros. La Pologne reçoit 10 à 15 milliards. Et beaucoup d'européistes se sont dit que, dans la mesure où la Pologne recevait tant d'argent, eh bien, ils n'oseraient jamais faire ce qu'ils ont fait. Eh bien, ils l'ont fait ce soir. D'ailleurs, ça fait maintenant un certain nombre de mois que la tension couvait. Il faut savoir, parce que ce sont des informations qui ne sont jamais données dans les médias français, que les Polonais ont toujours compris, quand ils entraient dans l'Union européenne, qu'ils défendraient avant toute chose les intérêts de la Pologne et leurs intérêts nationaux avant toute autre chose. La meilleure preuve, c'est que depuis 2018, le ministre polonais des Finances a acheté de l'or toujours plus, tout en refusant d'entrer dans l'euro. De telle sorte que depuis 2018, on estime, enfin c'est même des statistiques tout à fait officielles, que la Pologne a acheté 125 tonnes d'or. 125 tonnes d'or, au cours actuel du kilo d'or, qui est à peu près de l'ordre de 50 000 euros le kilo d'or, ça fait quelque chose comme 6 milliards 250 millions d'euros qui ont été achetés par la Pologne en or. Je rappelle que la France verse à peu près 20% du budget européen. J'ai dit tout à l'heure que la Pologne reçoit entre 10 et 15 milliards d'euros de bénéfices nets de l'Union européenne. Ça veut dire qu'en gros, chaque année, la France verse par ce système, sans que les Français ne le sachent et le peuple polonais non plus, nous versons à peu près entre 2 et 2,5 milliards d'euros chaque année à la Pologne. Ça veut dire qu'on peut considérer qu'une partie tout à fait significative du stock d'or que les Polonais se sont achetés l'ont été avec l'argent des Français. On notera au passage à quel point il est complètement délirant que la France reste dans l'Union européenne, puisqu'on saigne à blanc les Français, non pas pour favoriser le développement de pays qui seraient pauvres, mais pour permettre aux Polonais d'amasser des tonnes d'or. C'est le côté qui est moins sympathique des Polonais que celui que j'évoquais tout à l'heure. En attendant, lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, qu'après la Russie est advenue, et puis qu'à partir de 2005, les Russes ont constaté que la Pologne entrait dans l'Union européenne, eh bien, je me rappelle avoir lu un article de journal, je crois que c'était dans le journal Le Monde, mais j'en suis plus tout à fait certain, qui expliquait que selon des dirigeants russes, les dirigeants russes se frottaient les mains en disant les Polonais entrent dans l'Union européenne, nous leur souhaitons bonne chance. De façon évidemment ironique. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer. Il va y avoir bien entendu tout de suite la Commission européenne. Les apparatchiks de la Commission européenne ont réagi comme le Kremlin dans les tout derniers temps de l'URSS, c'est-à-dire en rappelant les règles, le droit, que tout ça est absolument interdit, etc. En réalité, les apparatchiks de la Commission européenne, les partisans de la construction européenne, sont en train de perdre la main.
L'histoire est en train de se dérouler sans eux. Ils foncent dans le déni. De la même façon que les apparatchiks, les partisans de la construction du socialisme, n'avaient pas vu arriver la révolte des peuples, l'autodestruction du système, eh bien les apparatchiks de la construction européenne sont dans le même type de déni. Ça va encore durer certainement quelques mois, quelques années, peut-être même pas. Il est possible que la Pologne sorte de l'Union européenne très rapidement. Le journal Libération, avec son journaliste qui connaît très bien les questions européennes, Jean Quatremer, expliquait ce soir que c'était probablement... Il n'a même pas mis probablement d'ailleurs, il a dit que cela dynamitait le droit européen, que c'était le début de la fragmentation de l'Union européenne et de sa désintégration. Alors nous, maintenant, eh bien, je suis heureux des événements qui se passent, parce que toute tyrannie, toute utopie qui verrouille l'avenir des peuples et qui s'effondre, c'est une bonne chose. Je suis heureux également de constater que toutes les analyses que je fais depuis 14 ans et demi, malgré les quolibets, les diffamations, les calomnies, l'invisibilité des médias à mon égard et à l'égard de l'UPR, qui est un scandale démocratique absolument inouï, eh bien que tout ceci est en train de s'effondrer face au poids du réel et face à la vérité. Faites-moi confiance, soutenez-moi pour les mois qui viennent, soutenez-moi pour la campagne électorale présidentielle. Le grand débat de la campagne présidentielle, ça ne doit pas être de savoir s'il faut que les gens aient le droit ou non de s'appeler Mohamed. Ça n'est pas ces espèces d'appels à la division entre les Français, d'appels à jeter de l'huile sur le feu sur les problèmes sociaux de la France. Il y a des problèmes sociaux en France, mais les grands événements historiques se passent ailleurs. Ils se passent en ce moment à la Commission européenne, à Varsovie. Et nous avons intérêt. Le peuple français a intérêt de se ressaisir et de retirer ses billes devant cet édifice qui est en train de s'effondrer. Sinon, tous ceux qui croient que sortir de l'Union européenne serait un désastre pour nous, eh bien, risquent de découvrir que c'est l'inverse qui est vrai. Si nous restons dans l'euro, si nous restons dans l'Union européenne, c'est vos économies, c'est votre avenir, c'est l'avenir de la France qui est en train de disparaître. On a vu, d'un seul coup, toute une série de responsables politiques, souverainistes, entre guillemets, se réjouir de cette décision. J'ai vu que Madame Le Pen s'en est réjouie, a fait un communiqué. J'ai vu que Monsieur Zemmour s'en est réjoui, a fait un communiqué. Que Monsieur Montebourg s'en est réjoui, a fait un communiqué. Que Monsieur Dupont-Aignan a fait une déclaration, etc., etc. Tout ce petit monde se réjouit du courage des Polonais et savent que tout ceci va mener peut-être au Polexit, qui serait une grande libération des Polonais. Les mêmes, d'ailleurs, s'étaient réjouis le 31 janvier 2020 du courage des Britanniques avec le Brexit, etc., etc. Moi aussi, je me suis réjoui de tout ça. Mais il y a une petite différence entre toutes ces personnalités et moi. C'est que toutes ces personnalités, par ailleurs, poussent des cris d'horreur lorsqu'on parle du Frexit. Un petit peu un problème. Le plus extraordinaire, c'est M. Zemmour, qui, lors d'un débat avec M. Onfray, il y a 3 ou 4 jours, avait dit qu'il était hors de question de faire un Frexit, et qui maintenant fait un communiqué long comme le bras pour dire que c'est formidable. Frexit ou pas Frexit, c'est vous qui commencez, et Michel vous donnera la contradiction. Alors, pas Frexit. Qu'est-ce que c'est que ces responsables politiques qui sont pour le Xit ailleurs, le Brexit, le Polexit, mais quand c'est la France, il n'y a plus personne. Cette incohérence, en fait, est assez triste. C'est en fait de la politicaillerie. C'est en fait des gens qui essayent de ratisser large. On dit qu'on est contre le Frexit parce que ça permet de se mettre bien avec les médias, de ne pas être blacklisté comme Asselineau, de ne pas être pestiféré, diabolisé, critiqué, injurié, calomnié, etc. Donc on se met bien avec les puissants du moment et on se met bien avec l'électorat européiste. Mais en disant qu'on est pour le Brexit ou que les Polonais ont du courage, on se met bien avec la partie très importante de l'électorat qui en fait rêverait de sortir de l'Union européenne. On a donc une affaire de politicaillerie, un système de en même temps. C'est un truc pas reluisant du tout, un truc de politicard comme Macron qui dit une chose et son contraire pour plaire à tout le monde. Et au bout du compte,
Et fondamentalement, ce qui se cache derrière, c'est la peur. Parce que toutes ces personnalités, j'en connais un certain nombre, j'ai eu l'occasion de parler avec quelques-unes d'entre elles, et puis bien d'autres. Je devrais citer monsieur Julien Aubert, monsieur Barnier, qui avait proposé récemment de faire un bouclier constitutionnel sur les questions d'immigration, c'est-à-dire en fait de faire prévaloir la Constitution française sur le droit européen en matière d'immigration. On se demande d'ailleurs pourquoi seulement en matière d'immigration et pas sur tout le reste. Mais c'est également vrai de M. Montebourg, qui dit qu'il faut, comment dirais-je, désobéir au traité. Ça revient à dire que le droit français doit prévaloir sur le droit européen, etc., etc. Eh bien, en fait, toutes ces personnes, elles ne sont pas conséquentes, elles ne veulent pas admettre les conséquences de leurs propos. Et si elles ne le font pas, c'est aussi non seulement pour plaire aux médiateurs, mais parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de tout ce que j'ai dit, calomnier, injurier, de ne pas... Mais est-ce que vous pouvez faire confiance à quelqu'un qui brigue l'Élysée et qui le brigue de façon contournée, en disant une chose et son contraire, en ayant fondamentalement peur? Ce dont les Français ont besoin, c'est que quelqu'un leur dise clairement ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Or, et c'est un autre enseignement de cette affaire, c'est que, en disant, comme le fait Madame Le Pen, Monsieur Barnier, Monsieur Zemmour, Monsieur Montebourg, Monsieur Mélenchon, que l'on pourrait finalement rester dans l'Union européenne sans en respecter les règles, c'est-à-dire imposer notre droit par rapport aux autres, eh bien on ment aux Français. On ne les respecte pas. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple, d'une partie de bridge ou de belote où il y aurait un des participants qui viendrait, qui s'asserait, qui commencerait à jouer, puis au bout d'un certain temps, il dirait « Non, mais moi, ces règles-là ne me conviennent pas à moi je vais en appliquer d'autres. » Non, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on lui demanderait de quitter la table. Et s'il refusait, ça se terminerait en engueulade générale. C'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que la Pologne, le tribunal constitutionnel polonais, a donc décidé de faire prévaloir son droit national sur le droit européen. Mais maintenant, c'est pas fini. Il va se passer quoi? Il va se passer que la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, les dirigeants d'un certain nombre d'autres États de l'Union européenne ne l'entendent pas de cette oreille. Ils vont donc imposer à la Pologne de respecter le droit européen. Et il faudra donc que la Pologne, comme le disait Gambetta en 1877, se soumette ou se démette. Se soumettre, c'est-à-dire qu'après avoir pris cette décision claironnante comme ça, en réalité, au jour le jour, ils admettent et ils acceptent toutes les décisions prises par la Commission, par la Banque centrale européenne. Auquel cas, eh bien, finalement, ça n'aurait été qu'une rodomontade. Mais si ça n'est pas une rodomontade et si la Pologne veut poursuivre dans ce schéma et donc imposer en tant que de besoin son droit par rapport au droit européen, alors là, eh bien là, ça va aller au clash et il faudra au bout du compte que la Pologne se démette, c'est-à-dire qu'elle quitte l'Union européenne et ça sera le Polexit. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que quand même Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, Monsieur Montebourg, Monsieur Mélenchon, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Barnier, sans doute aussi Monsieur Poutou, Madame Arthaud, je n'en sais rien, que toutes ces personnalités disent la vérité aux Français. C'est que la solution polonaise qu'ils s'approprient n'est pas une solution viable. C'est une solution qui ne peut mener soit qu'à la soumission définitive, c'est-à-dire une espèce comme ça de dernier tour de piste avant l'écrasement de finale, ou alors c'est l'explosion générale. Parce que c'est évident. Réfléchissez un instant que si la Pologne décide de faire prévaloir son droit sur le droit européen, que si ensuite la France fait pareil en faisant prévaloir le droit français sur le droit européen, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir ce que va être la suite. Les Grecs vont vouloir faire prévaloir le droit grec, les Néerlandais le droit néerlandais, les Espagnols le droit espagnol, les Italiens le droit italien et même l'île de Malte le droit maltais. Donc on aura en fait 27 États qui ne respecteront tout simplement plus les directives européennes et qui chacun, pour ce qui le concerne, préférera son intérêt national. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, du point de vue du droit pur,
la décision prise par la Pologne est totalement illégale au regard du droit international qui a été codifié par la Cour de justice des communautés européennes dès l'arrêt Costa contre Enel de juillet 1964, qui a prévu, et tout le reste en a découlé, qui a prévu que le droit européen s'imposait aux États nationaux. Alors moi, c'est ça que je voudrais dire ici. C'est que toutes ces personnalités qui briguent l'Élysée sont irresponsables et ne sont pas respectueuses des Français. Respecter les Français, être responsable, c'est leur dire la vérité, qu'ils comprennent clairement ce qui se passe. Si on fait prévaloir le droit français, ça va aller vers un clash général. Et si d'autres pays font pareil, ça va être une explosion de l'Union européenne. Certains peuvent peut-être s'en féliciter, s'en réjouir, mais ils oublient qu'à ce moment-là, ça va se passer en quelques semaines ou quelques mois, et que ça ressemblera fortement à l'explosion qui avait mené la fin de l'Union soviétique en 1991. C'est-à-dire une explosion générale, rien n'a été prévu, les conflits entre les États ressurgissent tout de suite, et puis comme rien n'a été prévu, on a des pays qui risquent de sombrer dans la récession économique, etc., etc., et puis surtout énormément d'animosité entre les États. C'est la raison pour laquelle, si l'on veut être responsable et respecter les Français, il faut leur dire la vérité. La solution polonaise n'est pas une solution viable. Soit elle amènera à se coucher, soit à sortir. Et sortir dans les pires conditions. La seule solution qui soit responsable, respectueuse des Français et respectueuse des autres pays, c'est de faire ce qu'ont fait les Britanniques avec l'article 50 qui permet de sortir de l'Union européenne. Parce qu'on a beau dire, bon, ça a été difficile, les négociations avec le Royaume-Uni ont été difficiles, mais elles ont eu lieu finalement. Et M. Barnier est le premier à le savoir. Et elles ont eu lieu dans un climat qui parfois a été très tendu, mais globalement, le divorce s'est quand même bien passé. Il y a une certaine sérénité. Et on continue à avoir tous des relations diplomatiques. Bon, le Royaume-Uni a développé, redéveloppe maintenant, retrouve ces raisonnements de grande puissance, donc en matière, notamment en matière diplomatique, en matière militaire, etc. Mais globalement, le divorce s'est bien passé. Pour conclure, je voudrais partager ici avec vous une réflexion qui me paraît absolument fondamentale. C'est que, depuis 14 ans, je propose aux Français de sortir de l'Union européenne de façon réfléchie, pondérée, conformément au droit international, conformément aux traités, en respectant à la fois l'intelligence des Français et en respectant tous nos partenaires que l'on ne prend pas en traître. Depuis 14 ans, les personnalités que j'ai pu citer, Madame Le Pen, M. Mélenchon, M. Montebourg, maintenant M. Zemmour, M. Dupont-Aignan, M. Aubert, M. Barnier, etc., toutes ces personnalités refusent de parler du Frexit, refusent de se déclarer pour le Frexit comme si c'était une horreur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que leurs actions, leurs déclarations contre le Frexit, celles de Mme Le Pen, de M. Mélenchon, de M. Montebourg, de M. Zemmour, de M. Dupont-Aignan, elles ont une conséquence très grave. C'est qu'ils ont contribué depuis des années et des années et des années à mettre dans la tête du peuple français qu'en effet, on ne peut pas sortir de l'Union européenne. Ils portent donc une responsabilité écrasante dans le blocage actuel. Ils sont non seulement irresponsables de proposer des solutions qui ne marchent pas, mais ils sont également coupables de ne pas avoir dit, comme je le fais depuis 14 ans, qu'il est possible de sortir de l'Union européenne. Alors bien sûr, certains me brocardent en disant « Mais non, mais si vous dites que vous sortez de l'Union européenne, aussitôt vous ferez 1% des suffrages, regardez ce que vous avez fait à la présidentielle. » Je dis non. Si j'ai fait que 1% à la présidentielle de 2017, d'une part, c'est parce que je n'avais que 1% du temps de parole, même pas 0,8 ou 0,9%. Mais d'autre part, parce que tous les opposants prétendus disaient qu'il fallait pas le Frexit. C'est-à-dire que le temps de parole du Frexit en 2017, au moment de la présidentielle, a été de 0,9%.
Si Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Montebourg, Monsieur Zemmour, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Poutou, Madame Artaud, Monsieur Barnier, Monsieur Aubert, Monsieur Guénaud, etc., etc., si tous ensemble, ils disaient comme moi qu'il faut le Frexit, c'est-à-dire ça représenterait plus de 55% des électeurs, d'une part, les médias seraient bien obligés d'ouvrir devant les Français des débats de fond sur cette question, et pas simplement traiter ça comme une espèce de fantaisie ridicule qu'il faut chasser de la tête. Les médias seraient obligés de traiter ça à fond, et les Français qui ont pris l'habitude de voter pour le Front National, pour la France Insoumise, pour les Républicains, pour DLF, etc., ils seraient eux-mêmes d'un seul coup, voyant leurs dirigeants être pour le Frexit, ils seraient pour le Frexit. Ils portent donc une responsabilité écrasante dans le fait que la France est maintenant devenue dans une situation d'impasse totale. Je leur demande ici, devant vous, officiellement, de se déclarer non pas pour la solution polonaise, mais d'avoir un peu plus de courage et de sens des responsabilités en disant oui, il faut en effet maintenant mener la France au Frexit. Sinon, on va encore entretenir pendant des semaines, des mois, voire des années les Français dans l'illusion d'une autre Europe et ci et ça, alors même que l'édifice est en train de s'effondrer sur nous, comme le montre cette affaire polonaise. Je terminerai par une citation. Je pourrais citer De Gaulle, je pourrais citer des tas de gens. Je citerai Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain en 2001, qui avait dit, il parlait de l'euro, mais ça s'adressait aussi à l'Union européenne, il avait dit « Ce sont les pays qui en sortiront les premiers qui s'en sortiront le mieux. Ne prenez pas les dirigeants britanniques, le peuple britannique, pour des farfelus ou des imbéciles. Toute l'histoire de l'Europe a montré que le Royaume-Uni était en avance à chaque fois sur les évolutions du continent. Si le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, s'il a mené le Brexit, c'est parce qu'il a compris qu'il fallait quitter le plus vite possible ce Titanic. Je vous propose de le faire de la façon la plus conforme au droit et la plus sereine qui soit, pour rendre à la France ce qu'elle a toujours été et qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, son rôle de pays des hommes libres. Vive la République et vive la France.